Claude François Samor, je vous retrouve pour cette série d'émissions. C'est tellement un plaisir de vous parler, d'être devant cette caméra et de m'adresser, que ce soit à mon coco, le fils de Claude François. Bonjour mon coco, bonjour Jean-Marc, son deuxième fils, bonjour aux Claudettes, à tous ceux qui suivent cette émission avec intérêt, parce que la mort de Claude François vous passionne, parce que vous savez, vous sentez que quelque chose ne cadre pas avec la vraie histoire. Quand je dis que quelque chose ne cadre pas, il suffit, c'est vrai, d'entendre le témoignage de Michel Drucker, qui s'est souvent confié sur la mort de Claude François. Il y a parfois une chose qu'il dit qui est très révélateur sur sa mort. Et je vais vous montrer cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est un rush. Michel Drucker, que j'aime infiniment pour sa gentillesse, son amour du public, son professionnalisme en tant que journaliste et animateur, ce n'est pas rien. Mais il y a une chose qui est révélatrice sur la mort de Claude François. Cette chose, vous voyez, c'est ce qu'il dit souvent, et il le dit souvent au point qu'il a été filmé dans Destin brisé, une très célèbre émission, qui malheureusement a été diffusée, je crois que une ou deux fois, il y a eu une rediffusion. Et dans cette émission de Destin brisé, on entend dire de la bouche de Michel Drucker un point clé de la mort de Claude François. Que dit-il ? Il dit un quart d'heure avant, on lui parlait au téléphone, un quart d'heure avant, il était vivant. Il y a plusieurs versions, en effet. Il y a des versions où il dit il parlait au téléphone. Il y a des versions où il dit il était vivant. Il existe plusieurs rushs de Michel Drucker dans diverses émissions. Mais il répète souvent une chose. Un quart d'heure avant, il était vivant. Et un quart d'heure après, il était mort. Et vous voyez Geneviève Leroy, qui était l'attachée de presse officielle, et qui, selon ses déclarations, avait vu Claude 5 minutes avant sa mort, c'est ce qu'elle dit. D'ailleurs, Pierre Lescure confirme dans une interview qu'elle lui a dit « Mais tu déconnes, Claude François était en vie, on vient de le quitter. » Il s'était écoulé 5 minutes entre le moment où il était mort et le moment où Geneviève Leroy apprenait sa mort sur les plateaux de télévision français. Mais je dirais dans tout ça que si on prend la version de Michel Drucker, 15 minutes avant que François était vivant, et si on prend la version de Geneviève Leroy, 5 minutes avant il était vivant, on se pose alors la question comment ces deux témoins qui sont très précis, il ne s'agit pas d'une personne mais de deux personnes proches de Claude François, Michel Drucker son ami et Geneviève Leroy son attachée de presse réelle. Bien qu'à l'époque, il y avait, sous attachée de presse, Marie-Thérèse, qui était la petite attachée de presse pour les petites choses, notamment Europe 1, RTL, surtout pour la radio. Et c'est étonnant qu'une femme qui gère finalement l'agenda de Claude François en radio n'a jamais parlé des Favinettes. Vous savez, ces Favinettes, cette émission de radio que Claude devait donner le 11 mars 1978, où il avait réservé une partie de son après-midi, puisque selon lui, l'émission Michel Drucker était annulée. Il avait dit à Michel, je ne ferai pas cette émission. Quand quelqu'un téléphone à Claude François ce jour-là, il dira d'ailleurs lui-même, en personne au téléphone, de trouver un remplaçant. Johnny Hallyday ne peut-il pas le remplacer ? Il ne peut pas venir. Et ça a fait une sorte de froideur, parce que ça, vous voyez, ça n'a pas été révélé, que Claude ne voulait pas venir à cette émission. Quoi qu'il en soit, plus personne ne parle de cette émission Les Favinettes, alors que Marie-Thérèse, l'attachée de presse, était chargée de tous les entretiens et émissions de radio. On est un peu étonné qu'une personne qui gère son agenda de radio ne savait pas qu'il y avait Les Favinettes, alors qu'à cette époque, il y a eu un article de presse dans le Journal de Paris expliquant que la radio attendait Les Favinettes. Un article de presse que je vous montrerai tôt ou tard. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est important est de se souvenir d'une chose dans la mort de Claude François. Aujourd'hui, c'est un petit erratum assez rapide. Il fait très chaud ce mois de juillet 2026 et je ne vais pas trop m'attarder devant la caméra parce qu'ici, je suis à plus de 40 degrés.
Un gros bisou à Prisca, à Danny Borg, que j'appelle Sévia Borg, à mon coco, à tous les gens qui aiment Claude François. Aujourd'hui, donc un petit erratum très rapide. On revient sur Geneviève Leroy 5 minutes avant, Claude était vivant, 5 minutes après, il était mort. On revient sur des déclarations nombreuses de Michel Drucker. 15 minutes avant, il était au téléphone, 15 minutes avant, il était mort. Ou alors d'autres déclarations. 15 minutes avant, il était vivant, 15 minutes avant, il était mort, sans préciser qu'il avait eu au téléphone. Mais tout ça ne peut pas être réel et ne cadre pas avec le vrai scénario. Parce qu'on doit se souvenir que Claude François, selon Marie-Thérèse, elle a aidé Kathleen à traîner son corps de la salle de bain jusque devant son lit, où selon elle, elles ont déposé Claude François sur un tapis, c'est-à-dire devant le lit il y avait un tapis, je précise mieux les choses, mais nous savons sur une photo de police que ce tapis n'existe pas, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. Mais peu importe, des tapis il y en avait quand même dans l'appartement, un devant la baie vitrée. Quoi qu'il en soit, il y aura, dans les autres émissions à venir, beaucoup de points d'interrogation. On verra une interview de Kathleen qui explique que le pompier s'est enfermé dans la chambre, puis soudain il est sorti de la chambre au bout d'un certain moment et il a annoncé que Claude François était mort. Encore une fois, une telle version filmée par Kathleen ne peut pas être réelle. Parce que dans les faits réels, ça ne peut pas s'être passé comme ça. En réalité, quand les pompiers sont entrés dans la chambre, il n'y avait pas assez d'oxygène pour, oxygéner Claude François. La chambre était trop petite, trop renfermée, et les pompiers ont été dans l'obligation de transférer son corps dans le salon pour procéder aux 2 massages cardiaques de 20 minutes. Ainsi, on est étonné de l'interview de Kathleen qui explique que le pompier s'est enfermé dans la chambre avec Claude et quand il est sorti de cette chambre, il a annoncé sa mort. Mais Claude François n'est pas mort dans cette chambre. La véritable version qu'on sait depuis peu par le SAMU, il serait mort en réalité dans le salon. Son corps a été transféré par 2 ou 3 pompiers qui étaient arrivés entre-temps en urgence, qui ont soulevé le corps et qui l'ont transféré de la chambre jusqu'au salon. Et c'est dans le salon, après 2 massages cardiaques de 20 minutes et une petite réanimation de 1 minute 30 qui a fonctionné, que Claude François meurt. Mais alors, comment Kathleen peut-elle dire que Claude finalement est mort dans sa chambre? C'est ce qu'elle dit. Le pompier s'est enfermé, il est resté un long moment, puis il est sorti de la chambre et il nous a dit que Claude François était mort. Mais Claude François n'est pas mort dans cette chambre. Il est mort dans son salon, le corps a été transféré. Aucun intérêt pour lui de sortir d'une chambre pour dire que Claude François est mort, puisqu'en réalité il était dans le salon à ce moment-là. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça soit les témoignages du SAMU de Paris, le témoignage de Michel Drucker, qui explique que 15 minutes avant, Claude était vivant. Geneviève Leroy explique que 5 minutes avant, il était vivant. Mettons quand même les choses au clair, et je le dis à Geneviève Leroy, tu te doutes bien que cette série d'émissions n'a pas d'objectif de te faire du mal. Je t'aime infiniment et je trouve que tu es une belle personne, une gentille personne. Mais tu peux pas dire que tu as vu Claude François 5 minutes avant sa mort. Ça peut pas être réel. Si c'était le cas, il aurait été assassiné par balle. Il serait parti à son émission et il aurait été tué dans la cage d'escalier, puisque le dernier étage d'escalier était réservé à Claude François. On ne pouvait pas entrer à cet étage, sauf des tueurs professionnels auraient pu le faire. Alors, je dis que à Geneviève Leroy, 5 minutes avant, tu l'as vu vivant, mais on ne doit pas oublier qu'il est resté 10 minutes sur son lit de mort, même un peu plus, puisqu'il y a eu 2 appels à des médecins généralistes. Marie-Thérèse appelle son médecin personnel, puis Elbas qui refuse de venir. Les 2 médecins ont refusé de venir, ça a pris quand même quelques minutes, au moins 5 à 6 minutes pour les 2 appels. Puis il y a 10 minutes pour que le pompier arrive, on sait qu'il s'est écoulé 10 minutes, ça fait déjà 16 minutes, puis il y a un premier massage cardiaque de 20 minutes, ça fait 36 minutes, puis le cœur repart et un deuxième massage de 20 minutes, ça fait 1 heure, à peu près 1 heure. Alors, on est étonné que 5 minutes avant, Geneviève, tu as vu Claude vivant. C'est impossible, puisque pendant 1 heure, il était vraiment dans les vapes, dans le coma, et même il ne bougeait plus. Dans les 1 heure, une seule fois, il aurait été réanimé et était au plus mal. Il baragouinait un charabia incompréhensible.
Mais que dire alors de Michel Drucker, qui est un excellent animateur? Lui, ça n'arrange pas la situation quand il explique que 15 minutes avant, Claude était vivant, il était au téléphone. 15 minutes après, il était mort. Mais on doit rappeler les faits, hein, que 15 minutes après, il n'était pas mort. On a su sa mort beaucoup plus tard. Hein. On l'a su pratiquement 1 heure après. Alors, ça c'est une photo de mon coco, voilà, regarde mon coco, tu vois, j'ai toujours ta photo ici. J'ai quelques photos qui traînent, cette photo qui est très belle de Suisse, qui est une de ses dernières. Oui, quand il était en Suisse, Claude a fait cette photographie, une vraie photo à l'Aiselin. Et d'ailleurs, on le voit, regardez bien, il a une chemise blanche, vous voyez, et blanche, peut-être légèrement bleutée, parce qu'il y avait des rayures bleues, mais bon, bref. Une veste marron, des fois il portait sa veste bleue, un jean. Claude aimait les jeans. C'est très intéressant aussi le descriptif de Sylvie Mathurin qui explique la nuit de sa mort que Claude portait un pantalon noir, donc un pull. Marie-Thérèse, dans une interview très rare, confirme que Claude portait une paire de bottines noires, donc un pantalon noir, un pull noir et une chemise beige et une veste marron. Et elle explique dans cette interview que je diffuserai dans cette série d'émissions que le trajet n'a pas été très long, un peu moins de 30 minutes entre l'aéroport du Bourget et son appartement. Mais comment expliquer que ce trajet qui devait être si rapide et qui s'est passé selon elle exactement de cette façon, c'est-à-dire 30 minutes maximum, on a un itinéraire de 2 heures. Le pilote est formel, l'avion privé de Côte-François atterrit à 1 heure du matin, c'est lui-même qui le fait atterrir. Marie-Thérèse est formelle dans cette interview qu'on écoutera de radio. Elle explique que Claude s'est précipité vers sa voiture et dans le coffre de la voiture a mis ses affaires. Il avait d'ailleurs pas beaucoup d'affaires. Sylvie Mathurin était là avec une grosse valise. On ne peut pas dire qu'il avait emmené toute sa maison à l'Aiselin. Vous devez suivre cette série d'émissions parce que cette interview va vous passionner, Thérèse. Interview, je pense, d'Europe 1 ou de RTL de cette époque, des années 80. Très rare interview de l'arrivée de Côte-François au Bourget. Elle explique qu'il s'est écoulé moins d'une demi-heure, que la route roulait très bien et qu'elle a fait des pointes de 70 à 90 km/h. Comment se fait-il s'ils ont mis 30 minutes entre 1 heure du matin et 3 heures du matin, puisqu'on a l'heure d'arrivée de Sylvie Mathurin, elle explique que c'est à 3 heures du matin qu'elle est dans le couloir avec Claude, elle n'a pas déballé les valises. Comment il y a un temps de 1 heure à 3 heures du matin, ça fait 2 longues heures dans un itinéraire de 30 minutes. Il manque 1 heure et demie. Et en plus, dans l'interview de Thérèse de radio qui est inédite, elle explique que presque immédiatement, quand il a quitté l'avion, Claude a embarqué dans la voiture et ils sont entrés à l'appartement presque immédiatement, explique-t-elle. Donc on sait qu'il ne s'est attardé nulle part. Il n'a pas été au restaurant manger, ni rien. Alors, que s'est-il passé? Il n'y a pas eu de pneu crevé d'une voiture, où il aurait besoin de changer le pneu d'une voiture, puisqu'ils sont arrivés en 30 minutes. Mais alors, pourquoi il manque 1 heure et demie dans son emploi du temps, mystérieuse 1 heure et demie? Que s'est-il passé? On peut, vous savez, presque fantasmer la mort de Côte-François. C'est pour ça que je vous invite à suivre les autres émissions. Là, c'est un erratum où je vous en parle un peu à l'avance. On verra, vous inquiétez pas, Michel Drucker, on verra tout ça, patientez. C'est une longue série d'émissions, donc on n'y est pas encore, il y a encore plein de choses à découvrir. Mais ici, qu'est-ce que je peux déjà vous dire sur la suite de cette série d'émissions que beaucoup attendent, comme Steve ou d'autres personnes? Je salue aussi Frédéric Dupont et tant d'autres personnes qui nous ont rejoints. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que quand une personne dispose de 2 heures entre l'aéroport du Bourget qui est pas très loin, qui est à 22 km seulement. 2 heures pour faire 22 km, qu'il met 30 minutes selon Marie-Thérèse, mais selon Sylvie Mathurin, c'est à 3 heures du matin qu'elle pose ses fesses, excusez-moi l'expression, sur une valise. Et elle n'a pas déballé les affaires de Claude, elle explique, les valises sont pleines, ils sont arrivés à 3 heures du matin. Dans la précédente émission, j'ai diffusé son interview. Je vous invite à voir toutes les autres émissions, puisqu'il va y avoir une petite pause jusqu'au 16 juillet,
il fait très très chaud, j'attends que ça se rafraîchisse, qu'il y ait un peu de fraîcheur. Puis il y a le mondial de football, à tous regardez le football et soutenez la France. Bien qu'il y ait de très belles équipes, Argentine, Brésil, c'est très difficile de dire qui va remporter cette Coupe du Monde. On le souhaite pour les Français, mais c'est pas gagné. Il y a quand même des pays comme l'Argentine, le Brésil, 2 experts pour remporter les coupes systématiquement. Mais on doit souhaiter à l'équipe de France beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Mais au-delà de ça, nous devons être conscients dans la mort de Claude François qu'il y a plusieurs sons de cloche. Il y a, c'est vrai, cet attaché de presse qui quitte l'appartement et qui n'a pas tellement envie de rencontrer la police. On doit dire qu'elle a l'habitude de les rencontrer. Geneviève Leroy, qui décide finalement que de rencontrer la police, c'est pas une bonne idée, et que ça serait mieux de ne pas les rencontrer, et puisqu'on sait que c'est un petit peu ça le problème, elle était souvent en garde à vue pour Claude François pour plein d'affaires. Donc elle le quitte, selon elle vivant, mais bon, il aurait pu être mort, ça, évidemment. Mais ça expliquerait pas quand même Michel Drucker qui explique que 15 minutes avant, Claude était au téléphone et qu'il était vivant. Et non, 15 minutes avant, il n'était pas vivant. Ça peut pas être possible dans le temps relatif, et si on prend une montre qu'elle soit réelle ou virtuelle, eh bien non, il s'est écoulé beaucoup de temps entre le moment où Claude a une syncope et le moment où il meurt. Bien sûr, il peut y avoir plein d'autres explications, un attentat, il peut avoir été tué entre le Bourget et Paris, il aurait pu prendre plusieurs balles dans le corps, ce qui expliquerait 2 heures de transport inexplicable, parce que en réalité, il a mis 2 heures entre le Bourget et Paris. Il manque 1h30, les 1h30 s'expliquent. S'il a pris 3-4 balles dans le corps, le temps d'appeler les SAMU, les pompiers, le SAMU, ils l'ont opéré sur place, il était gravement blessé, ils ont transporté son corps avec délicatesse jusqu'à l'appartement. Au lieu de prendre une demi-heure, ça a pris 2 heures, et alors là, tout s'explique. Ils avaient l'espoir, alors qu'il avait été opéré, qu'il serait sauvé en début de matinée, ils l'ont pas transféré à l'hôpital pour pas éveiller les soupçons, peut-être à sa demande, et il est mort le lendemain. Comme il était peut-être mort même la nuit en question, puisque Sylvie Mathurin explique, quand elle est arrivée, elle nous explique tout sur la mort de Claude François quand elle est arrivée, sauf le plus important. À 3 heures du matin, la mystérieuse panne électrique liée à un fusible qui saute. Il n'y a que Kathleen qui se souvient de cela. Mais c'est à croire que Kathleen était au moulin, elle n'était pas dans l'appartement, parce qu'elle se souvient de choses que Sylvie Mathurin n'a jamais parlé. On est étonné dans tout le récit que fait Sylvie, qui est très détaillé, elle ne parle jamais de cette mystérieuse panne liée à un fusible. Un fusible a sauté, Claude a fait vaciller la lumière en mettant sa main, et en hésitant, en ouvrant la lumière, il a fait trembler la lumière, le fusible très sensible a sauté de cette lumière. À l'époque, les lumières possédaient tous un fusible individuel, et même tout ce qui était dans la salle de bain avait un raccord sur un boîtier de fusible. Ainsi, EDF avait expliqué que la mort de Claude François liée au fusible et au disjoncteur, il avait un disjoncteur, oui, un disjoncteur en général. C'est vrai que le disjoncteur n'existait pas. Il n'existait pas en individuel. EDF l'a dit, on ne pouvait pas faire des compteurs individuels, ça coûtait trop d'argent de changer tous les compteurs à l'époque. Mais on disposait déjà, en 1978, le 11 mars, du compteur général qui disjonctait si 2 fils se touchaient ou même s'il y avait la moindre anomalie. Les 2 polarités se rencontrent. Et Claude, de toute façon, par son électrocution, a fait rencontrer ces 2 polarités. Ainsi, le disjoncteur général disjonctait en 1 seule seconde. Et l'homme d'EDF à cette époque-là, qui avait été interviewé par les journalistes, avait dit « Mais c'est vraiment impossible qu'il soit mort, électrocuté dans son bain, parce que le disjoncteur général marche très bien, il avait été révisé, il avait été testé par EDF. Il l'avait testé plusieurs jours avant, parce qu'ils avaient fait justement une visite, où de temps en temps, il y avait des entretiens dans le bâtiment par EDF. Il y avait les entretiens de la copropriété, et de temps en temps EDF passe et fait un petit entretien, vérifie quand même. Eux, ils passent pour que les gens comprennent sur le compteur général qui appartient à EDF. Vous allez me dire, alors là, on comprend pas. De quoi tu nous parles? Qu'est-ce que c'est que ce compteur? Ah, mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien compris les autres émissions, que j'ai pas été clair. C'est pour ça que cet erratum va vous aider.
Non, il y a une chose que j'ai pas bien expliquée dans les autres émissions. Quand je parle d'un compteur général, il n'appartient pas à la copropriété. Le compteur général appartenait à EDF. C'est un compteur où seul EDF a accès, possédant des plombs particuliers et une sécurité en disjoncte. Et oui, il disjonctait, en général, ça existait déjà, et ce bâtiment de Côte-François disposait du disjoncteur du général. Ainsi, une des personnes qui s'occupait de l'entretien du bâtiment a expliqué en 1978 à la presse « Nous attendons notre convocation » et quand cette personne a été réinterviewée 2 ans plus tard, il a dit « Nous ne comprenons pas, nous EDF, on n'a pas été convoqués, on avait des choses à dire et sur le compteur général et sur ses plombs. Comment est-il mort dans son bain avec toutes les sécurités qu'il y avait ?» Et un journaliste à cette époque avait dit au monsieur d'EDF, parce que j'ai lu l'article, et il avait dit, mais vous pensez vraiment que Côte-François ne peut pas être mort dans son bain? Vous pensez vraiment que le général aurait pas pu avoir une petite défaillance? Non, a expliqué l'homme d'EDF, non. Un disjoncteur général est beaucoup plus sécurisé que tout ce qui existe, même mieux sécurisé qu'un disjoncteur individuel aujourd'hui. C'était le général, super bien protégé contre les incendies. EDF, il avait expliqué, le monsieur, avait peur qu'il y ait des incendies dans les bâtiments parisiens, afin de faire gagner du temps aux pompiers et d'éviter de monter la grande échelle sur 9 étages. Parce qu'on doit comprendre qu'au 46 boulevard Exelmans, il y a 9 étages. Et que pour monter la grande échelle en plein Paris, on doit soulager une intervention d'urgence. Ainsi, EDF avait placé dans certains bâtiments très sensibles, on doit le dire, les bâtiments notamment qui sont très très élevés en étage. Un étage, 2, 3, 4. Quand il y a 2 étages, 3 étages, il n'y a pas, si vous voulez, de normes de sécurité à l'époque qui est tout à fait établie, avait expliqué le monsieur d'EDF. Mais si vous dépassez 6, 7, 8, 9 étages ou même plus, il y a des normes de sécurité draconiennes d'EDF. C'est draconien. Ça veut dire quoi, draconien en français? Ça veut dire des sécurités qui sont supérieures à la normale. Et au 46 boulevard Exelmans, Côte-François bénéficiait d'un compteur général qui disjonctait, qui était supérieur, et oui, supérieur à la normale, puisqu'il raccordait l'intégralité du bâtiment et tous les appartements et sécurisait même qu'un enfant s'électrocute sur une prise de courant. C'était fait aussi pour les gamins, des gamins de 6 ans, 7 ans, qu'on ne les retrouve pas morts électrocutés. Le général a toujours fonctionné à Paris. Combien y a-t-il de gens qui se sont électrocutés? Personne. Personne à cette époque-là qui est réellement mort, ou très rarement. Pas en tous les cas sur un général. Non, pas sur un général. Individuellement, il n'y avait pas de compteur qui disjonctait, donc il y avait des morts, mais pas sur le général. Le général, de toute façon, dès qu'il y a les polarités qui se touchent, que ce soit par votre corps ou autrement, ou par des fils qui se touchent, le général met une seule seconde et c'est terminé, il disjoncte. Alors on reste dans la mort de Côte-François, sceptique sur la version officielle, où déjà en 30 minutes, il a fait le voyage entre le Bourget et son appartement de Paris, alors qu'en réalité il s'est écoulé 2 heures, ce qui laisse penser, excusez-moi l'expression, qu'il a pris 3-4 balles dans le buffet, dans le corps. Le buffet, ça veut dire le corps physique en français, et qu'ils l'ont opéré ou sur place, ou ils ont transporté son corps tout doucement. Ils ont mis 2 heures à transporter son corps après l'attentat qu'il a eu. Pour l'amener du Bourget jusqu'à son appartement, ils ont eu besoin de 2 heures. Vu dans l'état dans lequel il était. C'est pour ça qu'on va devoir aborder la possibilité d'un assassinat, à cause justement de ces temps irréguliers. Un homme qui met 30 minutes ne peut pas mettre 2 heures, sauf si entre-temps il a pris 3 balles. Et là, on transporte son corps tout autrement. C'est important pour vous de suivre la suite de cette série d'émissions. Aujourd'hui, on a parlé du disjoncteur général, de la sécurité des bâtiments parisiens. Oui, et oui, dès qu'il y avait 6, 7, 8, 9 étages, la sécurité n'était pas la même. EDF sécurisait les bâtiments, justement, quand il y a beaucoup de familles, quand il y a des enfants. Et oui, c'était très sécurisé. Et donc, le monsieur d'EDF, qui avait été interviewé à l'époque, s'étonnait, dans sa première et deuxième interview, qu'ils n'ont pas été convoqués, et même le tribunal n'a pas pris 1 minute pour demander à EDF comment fonctionnait le bâtiment.
Quelle aurait été la surprise si EDF avait été présent dans la procédure de 1980 et avait révélé qu'il y avait un général et des plombs? Comment il peut être mort dans son bain? C'est une farce. C'est pas possible. C'est une blague que son entourage a fait. On nous prend pour des cons dans l'affaire. On nous prend peut-être pas pour des cons, mais pire, pour des pigeons. Revenez pour la suite de cette série d'émissions. Je vous donne rendez-vous le 16 juillet 2026. Je voudrais embrasser Cindy Daniel avec tout mon amour pour toi. Sophie Marceau, toute mon affection aussi pour toi. Alessandra Martinez, je t'aime fort. Et puis les Claudettes, Nadine, que vous appelez Prisca, gros bisous et surtout de la santé. Et crois en la vie, parce que si Claude n'est pas mort quelque part, ou s'il n'était pas mort, on va parler au passé aussi, il y a évidemment une chose qu'il voudrait, c'est que tu restes en bonne santé et que tu continues de te battre pour vivre, puisque Claude aimait la vie, au point de se croire parfois éternel dans la vie. Un gros bisou à toutes les personnes qui ont vu cette émission. Je pense à Rémi Grambach, je pense à Michel Drucker, je pense aux enfants de Claude François et aussi à tous ceux qui nous suivent. Je ne vous oublie pas, rassurez-vous, je ne vous oublie pas, et je remercie aussi les nouveaux qui arrivent comme Frédéric Dupont et notre ami Steed, qui est presque notre enquêteur de notre chaîne, parce qu'il nous donne tellement d'informations. Alors Steed, continuez, parce que ce que vous me dites m'intéresse. Il y a des sources d'informations que Steed m'a données, qui sont très intéressantes sur le monophasé, le triphasé, etc. Le compteur devant le moulin, les plombs qu'il y avait. Eh bien, Steed connaît bien l'endroit, il connaît bien le moulin de moi. Alors continue Steed de nous aider pour cette série d'émissions. À très bientôt sur YouTube, et avant de nous quitter, je salue l'équipe de YouTube et celle qui gère la France et les États-Unis, ce très beau site social. Et vous savez que je vous aime fort et que mon succès, c'est aussi le vôtre, puisque c'est vous, l'équipe YouTube, qui avez popularisé cette chaîne. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait tout seul. J'ai été un peu aidé par l'équipe de YouTube qui a poussé la chaîne et boosté la chaîne en nous publiant sur des comptes officiels comme Christopher Reeve, Margot Kidder ou même Bill Bixby. À tous, un gros bisou d'amour, on se voit le 16 juillet 2026. Et merci d'avoir vu ce petit erratum pas très long, mais qui en dit déjà beaucoup sur la mort de Claude. Et il y a encore tellement de choses à développer et tellement de choses à dire que je vous conseille d'aller au bout de cette série d'émissions qui est très très longue, puisqu'on sera en 200 épisodes bientôt et qu'elle risque de dépasser un petit peu quand même. À bientôt.